Bonsoir et bienvenue à vous en direct. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison d'OVPL avec quelques changements, mais toujours la même priorité qui sera donnée bien sûr au débat en cette année d'élection. Et tout de suite, voici les titres ce soir. Le dossier social Alstom devient éminemment politique. Le gouvernement promet que le site de Belfort ne fermera pas. Mais les salariés attendent des actes. À 8 mois de la présidentielle, l'affaire est hautement symbolique. Belfort risque-t-il de devenir le nouveau Florange ? Sur ce sujet, le match des idées opposera ce soir Philippe de Sertine, professeur, spécialiste de finance, et l'économiste Thomas Porcher. La lutte contre le terrorisme au cœur de la présidentielle, tandis que la menace reste très importante, les déclarations et les propositions se multiplient. Alors quelle société voulons-nous face à cette menace ? État de droit, mesures d'exception ou placer le curseur ? C'est le thème de notre grand débat tout à l'heure. Enfin, pour aller plus loin ce soir, l'entretien avec mon invité Vincent Badré, professeur d'histoire-géographie, auteur du livre L'histoire politisée, réformes et conséquences. Ce professeur revient sur les relations sensibles entre les politiques et l'histoire. Tout un programme dont on parlera avec lui tout à l'heure. Voilà donc pour le menu. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, place au débat. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique de la journée. L'affaire Tapie poursuit Christine Lagarde. La Cour de justice de la République annonce que le procès de l'ancienne ministre de l'économie débutera le 12 décembre. L'actuelle directrice du Fonds monétaire international est poursuivie pour négligence dans l'arbitrage qui avait accordé en 2008 404 millions d'euros à Bernard Tapie pour clore le litige entre l'homme d'affaires et le Crédit Lyonnais autour de la vente d'Adidas en 1993. Christine Lagarde a été reconduite cet été pour 5 ans à la tête du FMI. Elle risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Primaire de la gauche. Week-end studieux à la gauche de la gauche. La fête de l'humanité a vu défiler tous les candidats déclarés, pendant qu'à La Rochelle, les frondeurs tenaient des universités d'été. Pour le secrétaire d'État des Relations avec le Parlement, le positionnement de tous ces responsables n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Rassembler la gauche, c'est nécessaire. En tout cas, dans sa très grande majorité. Cette gauche qui accepte de prendre des responsabilités. Les autres, ils se sont déjà mis de côté. Ils ne prennent pas de responsabilité. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Non, je pense qu'il y a une certaine forme d'ambiguïté, effectivement. Est-ce qu'il y a une gauche qui assume les responsabilités dans la France telle qu'elle est aujourd'hui ? On n'est pas chez les bisounours et on n'est pas au paradis. Justice. Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne désarment pas. 2 associations ont déposé un nouveau recours devant le Conseil d'État. Elles souhaitent faire annuler le caractère d'utilité publique de ce projet, mais se font peu d'illusions. En 2013, cette juridiction avait rejeté cette même demande. Fin juin, un référendum local a confirmé le transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement souhaiterait que les travaux démarrent à l'automne. Sécurité. Un déplacement pour rassurer. Le ministre de l'Intérieur était en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Face à lui, des représentants de la communauté chinoise endeuillés cet été par la mort d'un père de famille tué au cours d'un vol. Bernard Cazeneuve a aussi annoncé un renforcement des effectifs de police dans le département. J'annonce une arrivée d'ici à la fin du mois de décembre de 300 policiers sortis des écoles. Ce n'est pas pour moi un solde de tout compte. Dans le courant de l'année 2017, et avant même que les échéances n'arrivent, car on n'est jamais sûr d'être ministre aussi longtemps qu'on a besoin de temps pour conduire son action. Déclaration. Entre 4 et 600 migrants seront accueillis dans cette halle encore en travaux située au nord de Paris. La mairie a porté ce projet en assumant 80% des 6,5 millions d'euros investis. Pour Anne Hidalgo, cette infrastructure devenait une nécessité. On part d'une observation qui est un besoin d'offrir un espace protégé, un espace d'accueil digne pour des réfugiés, des migrants qui aujourd'hui s'organisent souvent en campement de fortune ou d'infortune dans les rues de nos villes. Un autre centre dédié aux femmes et aux enfants devrait ouvrir avant la fin de l'année à Ivry-sur-Seine, au sud de la capitale.
La lutte contre le terrorisme est au cœur de la bataille pour la présidentielle, tandis que la menace reste prééminente. Quelles mesures faut-il privilégier? François Hollande et Nicolas Sarkozy s'affrontent sur ce sujet. Le débat dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, les détails avec Flora Sauvage. Pour le chef de l'État, la réponse est claire. C'est la société qui doit s'adapter au droit. Hors de question de créer un Guantanamo à la française, au simple prétexte de protéger la France du terrorisme. Pour défendre le droit, voilà qu'il faudrait commencer par l'abaisser. Recourir à des internements administratifs dans des camps. Enfermer les suspects sans discernement et sans jugement. J'entends même qu'ils veulent ressusciter la Cour de sûreté de l'État. Revenir sur l'indépendance de la justice. Ces reniements seraient autant de renoncements, mais sans nullement assurer la protection des Français. Mais pour Nicolas Sarkozy, il faut appliquer systématiquement le principe de précaution face aux personnes soupçonnées de lien avec le terrorisme. Dans un entretien au JDD dimanche, l'ancien chef de l'État accuse François Hollande de ne pas tout faire pour lutter contre la menace terroriste. Tout Français suspecté d'être lié au terrorisme doit faire l'objet d'un placement préventif dans un centre de rétention fermé. Avec cette surenchère, se profile le futur duel qui pourrait opposer l'ancien chef de l'État à l'actuel président de la République. Et c'est le thème de notre débat ce soir, face à la menace terroriste. Quelles mesures et plus largement, quelle société voulons-nous entre état de droit et mesures d'exception? Où placer le curseur? On en parle avec nos invités ce soir. Valérie Debord, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes porte-parole des Républicains. Avec nous également Corinne Narassiguin, bienvenue et bonsoir à vous. Bonsoir. Porte-parole du Parti Socialiste. Nous accompagne David Racheline, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Front National du Var. Frédéric Dabi, bonsoir et bienvenue. Directeur général adjoint de l'IFOP. Alors, mesdames, messieurs, d'abord, Frédéric Dabi, on va faire un point sur les sondages. Le terrorisme, la lutte contre le terrorisme est un sujet majeur, évidemment, aux yeux des Français. Quels critères, chez les responsables politiques, est-ce que les Français privilégient? Quel portrait robot du responsable font-ils dans cette lutte dont ils ont besoin? Vous l'avez dit, on est sur une toile de fond à 7 mois d'une élection présidentielle complètement inédite sous la Ve République. C'est la première fois que lorsqu'on interroge les Français sur des sujets qui les préoccupent le plus, on n'est pas sur le diptyque emploi, pouvoir d'achat, mais sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme. On l'avait vu en mars 2002, quelques semaines avant l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour, où la sécurité, tout court, si je puis dire, avait, je dirais, émergé comme le premier enjeu pour les Français. Et là, dans une enquête IFOP faite à la fin du mois de juillet, après Nice, après Saint-Étienne-du-Rouvray, lorsqu'on demande aux Français avec une seule réponse quel est le principal sujet qui les préoccupe, la sécurité et le terrorisme obtiennent 58%, l'emploi 17%. On est sur quelque chose de complètement jamais vu. Pour autant, il faut peut-être nuancer cela. Lorsque dans d'autres questions, on interroge les Français sur les sujets dont ils veulent voir parler pendant le débat présidentiel, on a bien sûr la sécurité, le terrorisme, mais on retrouve aussi l'émergence des thématiques économiques et sociales, emploi, pouvoir d'achat, dette, le vivre ensemble, l'école. C'est vrai qu'il y a également une critique sous-jacente vis-à-vis des médias, vis-à-vis des politiques, sur une saturation du débat politico-médiatique. On en est peut-être l'instrument ce soir, ou le signe ce soir, de ces questions sécuritaires, identitaires, terroristes. Mais les Français attendent avant tout sur ces questions de l'efficacité et de la protection. Et donc des réponses de la part des différents politiques, dont ceux qui sont présents ce soir. Alain Juppé, dans les différents sondages, Frédéric Dabi est considéré par la majorité des Français comme la personnalité la plus capable de garantir leur sécurité face à la menace terroriste. Ça doit vous interpeller, David Racheline. C'est la preuve, si l'on en croit ces sondages, que la course aux mesures les plus sévères, parfois même irréalisables, ne fonctionne pas. Vous savez, entre maintenant et le moment de l'élection présidentielle, il y a une campagne qui va avoir lieu. Et pendant cette campagne, qui a même commencé, oui. Et je crois que pendant cette campagne, ce sera le moment précisément des propositions et aussi des analyses. Analyses qui, à mon avis, devraient conduire les Français à constater que ceux qui ont été au gouvernement, au poste de pouvoir important pendant les 20 ou les 30 dernières années, ont un bilan dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le communautarisme ou l'islamisme, absolument catastrophique.
Et je pense que cela devrait... C'est-à-dire que droite et gauche, présents sur son plateau, sont les deux faces d'une même pièce pour vous? Oui, complètement. Complètement. J'étais d'ailleurs très surpris que vous ne parliez pas de Marine Le Pen dans votre reportage, car tout de même... Mais vous êtes là pour en parler. Elle est en tête de la plupart des sondages dans les intentions de vote. Elle bénéficie d'une véritable dynamique électorale depuis maintenant plusieurs années d'ailleurs. Et je crois qu'elle incarne aux yeux de beaucoup de Français un espoir, une possibilité de renouveau, de redressement et surtout des réponses aux problématiques précisément de terrorisme et de sécurité. Mesdames, vous avez la parole. Corinne Narassiguin, puisque c'est le pouvoir qui est en place. David Rachin vous met face à vos responsabilités, j'allais dire, et si je reprends son mot, face à vos échecs aussi dans cette lutte. Déjà, avant de répondre sur le bilan qu'on peut faire et les propositions qu'on a à faire pour la suite, sur Marine Le Pen, je crois qu'on est tous un petit peu... dans la confusion aujourd'hui, parce qu'on a du mal à comprendre quelle est sa position. Elle nous explique que maintenant elle est apaisée. On aurait l'impression qu'elle se met en concurrence avec Alain Juppé pour la primaire de la droite. Et dans le même temps, elle félicite avec enthousiasme ses amis de l'extrême droite des xénophobes partout en Europe pour leur victoire électorale ou dans leurs combats électoraux. Donc je crois que là, on voit bien qu'il y a un double jeu de Marine Le Pen qui est clairement, qui a besoin clairement d'être clarifié parce qu'il y a... On va vous aider à clarifier tout ça. Clairement là, sur l'apaisement, on voit bien qu'il y a une communication politique mensongère. Mais clarifiez-nous votre position, parce que Manuel Valls a poursuivi hier l'offensive contre Nicolas Sarkozy. Valérie Debord va en parler dans quelques instants. Il a eu raison. Débuté par François Hollande lors de son discours de la Salvagrave. Est-ce que vous cherchez à installer l'idée, vous allez me dire si c'est le cas, que Nicolas Sarkozy est dangereux sur le plan idéologique dans sa lutte contre le terrorisme? Oui, déjà, il a un très mauvais bilan, parce que lui, il n'avait rien vu venir. Alors, il peut faire des reproches à François Hollande, mais il avait démantelé le système de renseignement français de terrain. Il avait réduit les effectifs de police et de justice. Donc il a un très mauvais bilan qui ne nous a pas permis de préparer l'avenir par rapport à la question de la lutte contre le terrorisme. Ce que nous avions fait déjà dès juillet 2012, que dès juillet 2012, nous avions lancé une mission d'information sur le renseignement. Sur cette attaque, comment vous réagissez, Valérie Debord? Je crois qu'il est dangereux aussi, juste pour terminer, répondre à votre question, il est dangereux parce qu'en plus, là maintenant, il dévie sur en fait, ce qui était traditionnellement les terres du Front National. Sur une vision de la République et de l'État. Attendez, donc pour vous, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sont les deux faces d'une même pièce, alors? Oui, absolument, absolument, mais c'est le choix de Nicolas Sarkozy, absolument. Je vais vous laisser répondre, Valérie Debord. Bon, tout ce qui est caricatural, est vain, donc je ne peux pas répondre. Par contre, ce qui est... non, c'est à vous que je le dis, très clairement. Par contre, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire un certain nombre de choses. C'est une situation inédite, M. Dabi a parfaitement raison. Depuis, en fait, les attentats de l'OS, notre pays n'a pas connu une telle attaque sur son sol. De façon très claire, c'était dans les années 60, on voit très bien que nous sommes très nombreux à ne pas l'avoir connu. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, il y a à la fois ces problématiques toutes particulières parce qu'elles tiennent à notre sécurité, mais il y a aussi tout le reste. Et il est important de ne pas opposer tout le reste, c'est-à-dire notamment toute la problématique sociale et éducative à laquelle, pour ma part, et je ne suis pas la seule, je suis extrêmement attachée. Deuxième élément, il ne faut pas opposer la sécurité et la liberté. La sécurité, c'est la première des libertés. Nous faisons partie... Mais qui l'oppose? Le Parti socialiste, si je puis me permettre. Aujourd'hui, M. Hollande, M. Valls... Je me permets à votre parti. Je me permets de continuer, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, surtout M. Hollande, parce que M. Valls, en la matière, est beaucoup plus proche de nos thèses, mais il n'a pas le droit de les développer. M. Hollande nous indique que, nous serions d'affreux liberticides, que nous voudrions remettre en cause l'état de droit. L'état de droit, c'est permettre à chaque citoyen français, à chaque personne qui est sur le territoire français de façon légale, de pouvoir se promener de façon sécure, de pouvoir avoir ses enfants qui vont à l'école de façon sécure, de pouvoir aller dans un centre commercial de façon... La première des libertés pour vous, c'est la sécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Et je pense que c'est un socle commun. C'est un socle commun qui doit nous permettre d'avoir confiance dans notre République. Ce qui est important aujourd'hui, madame, c'est la confiance. Confiance, c'est pas Marine Le Pen qui va l'apporter, ça je le partage avec vous. Ce qui est important, c'est d'être certain que nous allons pouvoir effectivement être dans une République où on nous apporte la confiance. Le risque zéro n'existe pas. Ça serait ridicule de prétendre le contraire. Par contre, nous vous reprochons de façon extrêmement claire, et je peux revenir sur juillet 2012, de ne pas avoir, Sarkozy, ou c'est possible, de ne pas avoir
donné tous les éléments nécessaires et pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les Français. On va pas faire bilan contre bilan. Je vais vous laisser réagir, David Rachini. Une seconde. Je voudrais que vous écoutiez ceci. François Hollande qui a défini sa ligne. Pas de droit d'exception. Une ligne qui a été reliée par le Premier ministre. Pour Manuel Valls, la chose est claire. Nicolas Sarkozy se trompe. On l'écoute. Il s'est trompé comme président de la République sur l'étendue de la menace, puisqu'il a affaibli notre sécurité et notre défense en faisant baisser les investissements, les moyens en hommes, en femmes, dans nos forces de sécurité intérieure et extérieure. Il se trompe sur la méthode en essayant de tordre le cou à l'état de droit face à la menace. Nous sommes le 11 septembre. Nous sommes le 11 septembre, vous l'avez rappelé. La réponse à l'époque des Républicains et de George Bush, consistant à créer un Patriot Act, c'est-à-dire, en effet, à mettre en cause un certain nombre de libertés fondamentales, ou à ouvrir Guantanamo, cette réponse n'a pas mis à l'abri les États-Unis de la menace et des actes terroristes. Il se trompe sur la forme en faisant croire aux Français, et de manière terrible, qu'avec lui, au fond, il n'y aurait plus d'attentats. Il le laisse entendre en disant que nous n'avons pas mis tout en œuvre pour lutter contre le terrorisme, alors que tous les textes de loi, 2 lois antiterroristes, une loi de procédure pénale, l'état d'urgence, les 2 lois sur le renseignement ont été adoptées à une très large majorité à l'Assemblée, au Sénat. David Rachini et vous tous, est-ce que c'est de cette façon, vraiment, en opposant bilan contre bilan, mesure contre mesure, qu'on va rassurer les Français sur un sujet aussi important et sensible ? Vous savez, ce qu'il y a de bien avec la gauche, c'est qu'on sait qu'on est en désaccord total avec elle, et on sait ce qu'elle pense, on sait qu'elle est laxiste, on sait que... Bon, très bien. Ce qui est plus sournois avec la droite, c'est que la droite fait toute une série de grandes propositions pendant les campagnes électorales, en particulier les campagnes présidentielles, à la suite de quoi, une fois qu'elle est au gouvernement, elle fait l'inverse. Exemple, Nicolas Sarkozy, élu président de la République en 2007, laisse rentrer en 5 ans 1 million d'immigrés dans notre pays. Nous ayons expliqué pendant la campagne qu'il allait réduire l'immigration. Quel rapport avec la lutte contre le terrorisme ? Je vais y venir. Quel rapport ? Je vais y venir. Il crée le Conseil français du culte musulman, en y mettant à sa tête l'UOIF, une organisation, mais ça fait partie du problème, en y mettant une organisation radicale à sa tête. Il supprime la double peine. Il ne permet pas de limiter le nombre de réfugiés, de clandestins, en ne remettant pas en cause les accords de Schengen. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'ils sont aux responsabilités, en particulier M. Sarkozy, il fait tout l'inverse de ce qu'il avait promis. Et ça pose quand même un sacré problème. Parce qu'il y a un certain nombre de propositions dont on pourrait penser d'ailleurs qu'elles sont positives. Sauf qu'une fois au pouvoir, c'est pire encore que la gauche. Et c'est ça qui me fait dire que le bilan... Des propositions que vous jugez positives, donc vous êtes d'accord en tous les cas sur les mesures proposées actuellement par Nicolas Sarkozy, pour certaines, pour la majorité. Mais même. le vrai problème, c'est qu'on a connaissance de ce qui s'est passé quand il était aux responsabilités. Et on sait très bien ce qu'il en sera demain. Et qu'avec vous, tout sera différent. Exactement, bien vous avez sûr. tout compris. Frédéric Dabi, je vais vous donner la parole, Valérie Debord et Corinne Narassiguin. Quel est le vrai débat ? Est-ce que c'est une opposition entre l'état de droit et un état d'exception ? Est-ce que ce sont 2 visions de notre société ? Comment les Français appréhendent ce dont nous parlons ? Déjà, la vision de la gauche et de la droite au pouvoir en matière de sécurité a quand même beaucoup bougé. C'est vrai qu'il y a quelques années, dans les années Jospin, j'étais naïf, en fait, avait-il dit en matière de sécurité, la représentation d'une gauche laxiste en matière de sécurité était quand même prégnante, voire un petit peu majoritaire. Les choses ont changé. Dans le sondage dont on parlait tout à l'heure pour le journal du dimanche, certes, François Hollande apparaît affaibli par la séquence Nice-Saint-Étienne du Rouvray, mais Manuel Valls bénéficie d'une confiance majoritaire à un point près auprès des Français, majoritaire chez les sympathisants des Républicains. De la même manière, Nicolas Sarkozy, même si l'argument sur lequel il a réduit le nombre de militaires, de policiers est maintenant connu et le dessert est majoritaire en termes de confiance chez les sympathisants frontistes. 56%, c'est relativement fait partager, mais ce n'était pas aussi simple que ça. Maintenant, ce qui est assez en fait intéressant, dans le cadre de ce qu'on a entendu de la part de Manuel Valls, qui est en continuité totale avec le discours de la salle Wagram, où on a trouvé un François Hollande rappelant un peu fortement le François Mitterrand de 1988, la France unie contre les bandes, les factieux. Là, c'est contre Nicolas Sarkozy qu'il a désigné comme son adversaire numéro 1. Ce bilan contre bilan pourrait favoriser l'alternative Marine Le Pen. Dans le sondage, elle a un score de confiance très élevé,
42%, alors c'est certes minoritaire, c'est celle qui a le score de tout à fait confiance, c'est les plus grands croyants, si je puis dire, qui est le meilleur des 10 candidats testés, et elle arrive à mordre chez les Républicains, voire chez un tiers des sympathisants de gauche. Donc ce que fait actuellement l'exécutif, Corinne Rassinger, vous l'entendez, ce sont des sondages, j'allais dire des faits, ça pourrait avantager Marine Le Pen, vous en êtes consciente ? Ouais, je crois que ce que fait les thématiques de débat qui prédominent dans la primaire de la droite préparent le terrain de Marine Le Pen clairement. Quelle thématique ? C'est déjà elle qui va sortir vainqueur. Ce sont les de mêmes cette primaire. thématiques que vous abordez ? Non, mais c'est parce que pourquoi est-ce qu'on doit aujourd'hui remettre au clair ce que sont les institutions de la République ? C'est parce qu'elles sont censées être questionnées par la droite. Parce que la question de mettre des personnes suspectées dans des centres de rétention administrative, je ne vois pas en quoi ça c'est respecter l'état de droit. Alors je sais, c'est une société de méfiance, c'est pas la confiance, c'est une société de méfiance. Ça, c'est... Moi, j'ai vécu, j'étais aux États-Unis, tout près du World Trade Center le 11 septembre. Moi, j'ai vécu toutes ces années Bush en direct. J'étais immigrée aux États-Unis et je sais à quel point c'est inefficace ce type d'approche. C'est non seulement inefficace, mais c'est contre-productif. Et donc c'était important. N'est pas non plus très efficace. Vous aurez remarqué 240 morts en quelques mois, c'est pas non plus exceptionnel comme bilan. C'était important pour François Hollande à Salvador. Je ne vais pas répondre à ce genre de provocation comme si vous par contre vous essayez de faire croire aux Français que le risque zéro est possible et ça c'est vraiment... Peut-être qu'on va prendre un exemple précis pour avoir vos propositions. Que faire, et les Français sont attachés à ce point, ils se posent des questions, que faire des fichiers S ? À droite, la question ne fait pas l'unanimité. Si Nicolas Sarkozy veut des centres de rétention, eh bien l'un de ses adversaires à la primaire, Hervé Mariton, exclut un tel dispositif. On l'écoute, c'était ce matin sur Europe 1. Mettre tous les fichiers S en rétention, c'est impossible numériquement, c'est par ailleurs impossible juridiquement. Et on va m'expliquer qu'on peut toujours imaginer les lois qui le permettraient, la réponse est non. Je pense qu'il faut trouver des réponses opérationnelles et quand vous avez des réponses en apparence viriles mais impraticables, non. Moi je ne vends pas de l'illusion aux Français. Valérie Debord, il ne vend pas d'illusion. On ne parle pas de tous les fichiers S, on parle des gens qui ont été comptabilisés, d'ailleurs le procureur Molins l'a dit lui-même, qui sont une centaine, plusieurs centaines, qui aujourd'hui ont été comptabilisés et qui sont considérés comme radicalisés et pouvant à un moment ou à un autre passer à l'acte. Soyons très clairs. Non encore condamnés, mais au nom d'un principe de précaution, vous voulez les enfermer. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français qui tous les ans sont internés pour problématiques psychiatriques. Et ces gens-là, à aucun moment, on ne leur demande leur avis et on considère que la société doit se défendre contre ces personnes, ou doit les défendre elle-même d'ailleurs, par rapport à leur propre agissement. Donc cette exception, elle existe déjà dans notre droit. Donc dire le contraire est parfaitement faux. Je termine si vous voulez bien. Ensuite, nous n'écartons pas l'état de droit, puisque contrairement à ce qui se passe à Guantanamo et aux États-Unis, le juge civil viendra contrôler a posteriori, après la mesure de placement. Oui, parce qu'il nous semble plus important de protéger la société, de protéger les individus par rapport à une personne qui a été repérée comme étant dangereuse. On voit très bien que, notamment sur Saint-Étienne-du-Rouvray, ces deux personnes étaient connues. On voit très bien qu'un certain nombre étaient connus. Vous allez me dire, d'autres ne l'étaient pas. C'est un fait. Mais commençons déjà par les gens qui étaient connus et nous pourrons avancer. Ce que nous reprochons beaucoup, nous, au Parti socialiste, madame, c'est de n'avoir pris en compte aucune des propositions concrètes que nous avons. Quelle proposition concrète ? On va rester sur cette proposition, Valérie Debord. Fichier S, pour vous, attendez, les plus radicaux mis en rétention, en détention. Vous êtes d'accord sur ce point déjà, David Rachid ? Pourquoi pas ? Mais si vous voulez... Non, oui ou non ? Pourquoi pas ? Ça n'existe pas sur une mesure aussi importante. Moi, je vous réponds. Et je vous dis qu'on s'attaque ici aux conséquences et pas aux causes. La cause de tout cela, c'est d'avoir laissé monter le communautarisme dans notre pays et l'islamisme parfois radical. Comment se fait-il, par exemple, que le gouvernement n'ait toujours pas mis dehors, mis à la porte de notre pays les imams qui prêchent la haine de la France ? Ça, c'est faux. Il y a des expulsions d'imams depuis 2012, alors qu'il n'y en avait pas eu avant. Il y en a encore beaucoup qui sont autorisés à rester sur notre territoire, qui sont autorisés aujourd'hui à rester sur notre territoire, un certain nombre de mosquées dont on sait qu'elles sont salafistes et qui fonctionnent toujours. Comment se fait-il qu'on n'arrête pas purement et simplement l'immigration de ces réfugiés dont on sait très bien qu'ils se situent à l'intérieur Arrêter l'immigration des réfugiés d'une manière générale ? Vous faites un lien direct avec oui, parce qu'on sait terrorisme. Très bien, et il y a eu des articles de presse très réguliers qui l'expliquent, que ce soit en Allemagne ou en France, que
se logent dans ces masses de personnes qui arrivent dans notre pays un certain nombre de personnes radicalisées qu'on ne peut pas contrôler pour une raison simple. Et c'est là tout le vrai sujet qu'ils refusent malheureusement d'aborder. Il n'y a pas de frontières, donc on ne peut pas contrôler ceux qui rentrent sur notre territoire. On ne sait pas qui rentre sur notre territoire et ils refusent, au nom du principe, au nom des principes de Schengen et de l'Union européenne, le moindre contrôle. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes d'accord sur la mesure proposée par Nicolas Sarkozy? Encore une fois, pourquoi pas? On peut évidemment, moi je commencerai par expulser les fichiers S qui sont doubles nationaux ou étrangers et effectivement ceux qui restent. Beaucoup sont français. Hein. Ça, je demande à voir les chiffres. Ils sont doubles nationaux, ils sont français aussi. Hein, ça, je demande à voir les chiffres. Mais pour ceux qui sont français, évidemment, je pense qu'il faut les surveiller de près, c'est indéniable. Mais commençons par contrôler les frontières et croyez-moi, on réglera une grande partie du problème. Je vais vous laisser la parole. Frédéric Dabi, est-ce que les Français, et on suppose que oui, se demandent légitimement pourquoi, on va prendre un exemple précis, les jeunes femmes qui voulaient commettre ce redoutable attentat, elles n'étaient pas déjà mises hors d'état de nuire. 3 d'entre elles étaient fichées S comme représentant un danger pour la sûreté de l'État. Est-ce que ça, j'imagine que c'est un trouble profond? Oui, nous n'avons pas sondé à chaud sur cette affaire, mais il est vrai que dans une enquête réalisée, c'est vrai, je vais dire à chaud, au lendemain de Nice et de Saint-Étienne du Rouvray, toutes les mesures les plus sévères étaient quand même plébiscitées par les Français, notamment l'internement des fichiers S. Et ce qui me frappait, bien sûr, un soutien massif à droite et au Front national et un soutien non négligeable auprès des sympathisants de gauche. Alors c'est vrai que l'enquête avait été faite sous une émotion très très forte. Il y a maintenant un débat qui s'installe, y compris à droite, y compris, on a entendu Hervé Mariton qui a obtenu in extremis ses parrainages. Il n'y a pas une seule voix, si je puis dire, chez les Républicains de ce point de vue-là, ne serait-ce que l'opposition, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Dans l'interview du JDD, Nicolas Sarkozy a un petit peu raillé le constat d'identité heureuse. Ça va être un sujet très très important chez les Républicains, mais il y a un piège, si je puis dire, que l'on a vu dans une enquête IFOP fiduciale publiée ce jour, c'est que plus que jamais, parce que les Républicains mettent le curseur sur ces sujets identitaires, sécuritaires et terroristes, si je puis dire, la part des électeurs Nicolas Sarkozy 2012 qui voteraient directement au premier tour pour Marine Le Pen ne cesse de croître. Et il y a un élément que je ne comprends pas du tout chez François Hollande. Il était prêt. Seul va vous répondre Corinna Rassiga. Non, je ne veux pas être bêtement désagréable, ce serait trop facile. Non, un élément mais qui est extrêmement sérieux, parce qu'il montre que nous ne sommes pas dans une logique intellectuelle. On était prêt à modifier la Constitution pour la déchéance de nationalité. Bon. Et là, en fait, on nous explique que pour protéger les Français, avec ces gens qui sont fichés S, eh bien, c'est une atteinte absolue à notre état de droit. Je rappelle que le droit est une matière en mouvement. Le droit, il y a 40 ans, le droit il y a 50 ans, était un droit différent. Et deuxième chose que je ne comprends pas, le président de la République dit que nous sommes en guerre. Je suis parfaitement d'accord avec lui, parfaitement. On ne peut pas dire nous sommes en guerre et on fait comme d'habitude. C'est complètement incompatible. Et cette chose-là, je pense, très clairement, n'est pas comprise. Corinna, c'est ce point précis, celui qui a voulu intégrer la déchéance de la nationalité et qui aujourd'hui dit « je suis, moi, le bouclier de la République, je ne laisserai pas toucher à l'état de droit ». Comment vous l'expliquez? Déjà sur la question plus générale de la Constitution et du droit, du fait qu'effectivement, le droit peut changer, c'est le rôle du législateur, c'est pour ça qu'il est là, pour adapter le droit à la réalité actuelle. C'est normal que le droit puisse évoluer, mais il y a des principes dans la Constitution qui sont des principes intemporels et universels sur lesquels on ne peut pas... la liberté. Sur la liberté, bien entendu, mais aussi, ça veut dire aussi la présomption d'innocence. Donc l'idée, mais ce sont des principes fondamentaux de protection des libertés individuelles. Des protections des libertés individuelles. Là, de on parle de liberté, de personnalité fichée S à un niveau important, fortement radicalisé. Oui, mais il y a je pense, des mesures à prendre pour assurer une surveillance plus efficace. Il y a aussi, dans le fait de les mettre sur surveillance plutôt que de les mettre dans des centres de rétention, la capacité pour les services de renseignement de poursuivre leur enquête et de démanteler des réseaux plus larges, parce que si on les met en rétention, on les prévient et on prévient tout leur réseau qu'on les a identifiés. Donc il y a des questions d'efficacité du renseignement. Et puis, sur la déchéance de nationalité, je vais vous répondre. Ce que voulait faire
François Hollande d'abord et avant tout, c'était constitutionnaliser l'état d'urgence. La demande sur la déchéance de nationalité venait de la droite et spécifiquement de vous êtes Nicolas mal à Sarkozy. l'aise sur ce sujet de la déchéance de nationalité. Moi, personnellement, je fais Vous l'avez toujours été. Vous l'avez dit sur ce plateau. Et oui, j'ai fait partie de ceux qui, au Parti socialiste, le plus rapidement, même le lendemain même du dépôt du projet de loi, a dit c'est inacceptable si ça doit cibler uniquement les binationaux. Si on le fait, c'est pour tout le monde ou pour personne. Alors Corinne Rassig, attendez, parce qu'il y a une personnalité importante, David Rachin, qui va dans votre sens, c'est le procureur de Paris, François Molins, qui juge publiquement inapplicables les propositions de placement en rétention, mais aussi la création d'un parquet national antiterroriste. C'est une voix qui porte, que les Français connaissent malheureusement de plus... Non ? Le procureur Molins n'a aucune compétence sur ce sujet ? C'est pas qu'il n'a pas de compétence, c'est qu'il n'est pas là pour faire la loi. C'est plus qu'il n'est pas là pour faire la loi, le procureur. Il connaît un peu son domaine. Et il connaît son domaine certainement, mais il n'est pas là pour faire la loi. Il est là pour l'appliquer. Et il eût été utile d'ailleurs qu'un certain nombre de procureurs, par le passé, soient un petit peu moins tendres avec ceux qui constituent les réseaux radicalisés de la grande délinquance française que nous connaissons bien, que les forces de police, en tout cas, elles connaissent bien. J'ai l'impression que vous dites qu'ils jouent un rôle politique. Sans que jamais les procureurs ne soient très ferme avec eux, il faut bien le dire. En tout cas, une grande partie d'entre eux. Mais pour ce qui le concerne, lui, il n'est pas là pour légiférer. C'est à l'Assemblée nationale et au Sénat de légiférer et d'agir dans tous ces domaines, sauf qu'ils ne le font pas, évidemment. Vous avez vu qu'ils ont même été incapables de voter une loi que leur propre président de la République avait votée, en l'occurrence, une réforme de la Constitution. Donc, en réalité, tout ça n'a aucun sens et c'est de l'esbrouf généralisé au moment où la France traverse une crise qui est absolument sans précédent, sans que personne, en tout cas pas au gouvernement, sans qu'il ne réagisse. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est de s'apercevoir que les attentats se succèdent, à un rythme d'ailleurs qui devient de plus en plus régulier, sans que jamais le gouvernement n'en tire aucune conclusion. Pas de fermeture de mosquées radicalisées, pas d'augmentation substantielle substantielle du nombre de policiers, de gendarmes et de militaires, substantielle, je dis bien, aucune véritable réforme, pas de contrôle des frontières, alors que tous les pays qui ont été attaqués... aucune crédibilité, monsieur Rachin. Mais ça, c'est vous qui le dites, et les électeurs parleront bientôt, madame. Vos députés n'ont pas voté les lois. Et ça, c'est terrifiant. Vos députés n'ont pas voté les lois antiterroristes et la loi sur le renseignement. Vous n'avez aucune crédibilité sur ce sujet. Parce qu'elles étaient mauvaises. Et d'ailleurs, la preuve, elles ont été votées. Est-ce qu'elles ont empêché quoi que ce soit? Non, c'est vous qui n'êtes pas crédible. Dites-moi, sur le procureur Molins, est-ce que je vous voyais approuver David Rachin? Non, il faut l'approuver, non. Non, ce que je disais, enfin ce que je voulais dire, pardon, c'est que je trouve le procureur Molins un petit peu léger dans cette affaire. Il y a un parquet national de lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. C'est très important. Lutter contre le blanchiment et la fraude fiscale, j'en suis la première convaincue. Et il ne serait pas possible de faire un parquet national pour lutter contre le terrorisme. C'est très bizarre, c'est quand même très étonnant d'avoir comme ça ces deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que vous trouvez ça bizarre? Vous pensez qu'il joue un rôle politique? Je pense que le procureur Molins a été procureur sous différentes majorités. Je pense que c'est un homme qui est parfaitement intelligent, évidemment, mais parfaitement compétent. Par contre, je ne comprends pas cette petite nuance. Pourquoi est-ce ce qu'on peut faire contre le blanchiment et la fraude fiscale, on ne pourrait pas le faire contre le terrorisme? Encore une fois, c'est exactement ce que les Français ne comprennent pas. Et si je puis me permettre, madame, je serais plus du côté, c'est peut-être caricatural, mais c'est ainsi, je serais quand même toujours plus du côté des gens qu'il faut protéger, parce que c'est leur sécurité qu'on leur doit, et je pense que nous leur devons. Ne m'accusez pas d'être du côté des terroristes. Mais est-ce que je viens de dire ça? Mais c'est ce que vous... Non, madame. C'est le sous-entendu que j'entends là déjà. Oui, mais vous entendez un sous-entendu. Monsieur Wauquiez le fait avec beaucoup moins de subtilité que vous, mais c'est la même idée. Madame, vous entendez des sous-entendus. Moi, j'exprime des mots. D'accord? Et c'est ces mots qui font foi, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est les mots, et les mots ont un sens. Et les mots que je dis, c'est que je préfère avoir une mesure. Vous êtes du côté de la protection des Français. Je préfère avoir une... Et c'est pour ça que je propose cette mesure de rétention. Nous proposons cette mesure de rétention administrative. Vous n'en voulez pas? Il n'y a pas de sous-entendu. Corinne Rassig, voilà. Vous parlez du parquet. La question du parquet, ça, c'est le symbole des mesures cosmétiques pour faire de l'esbrouf de communication politique, puisqu'on sait
sait déjà qu'il y a des magistrats qui sont déjà spécialisés sur les questions antiterroristes. Alors, on n'a pas donné le titre parquet antiterroriste, mais il y a une cellule antiterroriste au sein du parquet de Paris. Donc, je veux bien qu'on leur donne un nouveau nom, mais essentiellement, le fonctionnement restera le même. Elle n'a pas besoin d'être étoffée, renforcée. Il existe déjà. On peut bien sûr continuer à parler du renforcement. Et Jean-Jacques Urvoas travaille à ce qu'on augmente le budget de la justice pour qu'on puisse augmenter les moyens du ministère de la Justice. Donc, tout ça, c'est déjà en cours. Il faut arrêter de faire comme si vous faites des propositions innovantes. Alors on a compris, c'est bilan contre bilan et proposition contre proposition. Attendez, Frédéric Dabi, en guise de conclusion, et vous serez d'accord, est-ce que c'est un sujet, une réalité malheureusement qui va vraiment structurer cette campagne, donner le ton de cette campagne? On le voit déjà ici ce soir. Alors, la campagne présidentielle va commencer par le jeu de la primaire de droite, voire la future primaire de gauche. C'est vrai, on en parlait au début de notre échange de cette toile de fond inédite sur la structuration des opinions, des différentes préoccupations sur les questions terroristes et de sécurité. Pour autant, je le répète, il y a pour les Français d'autres sujets. Et une des stratégies, sans doute, des adversaires de Nicolas Sarkozy lors de cette primaire, qui aura lieu dans 2 mois, c'est beaucoup de mois. La campagne de droite va être extrêmement longue et elle peut réserver beaucoup de surprises. C'est peut-être sortir de ces sujets-là, même si tout événement fâcheux que bien sûr personne ne souhaite pourrait réactiver cette focalisation et cette cannibalisation du débat sur les questions terroristes. Et on aura bien sûr l'occasion d'évoquer tous ces sujets économiques, sociaux avec vous et vous tous entre autres. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous. La suite de votre émission et dans quelques instants, c'est à nouveau rendez-vous. C'est le match des idées qui va opposer 2 personnalités sur des thèmes dans l'actualité. Il sera question notamment d'Alstom. On se retrouve juste après une courte pause. A tout de suite. En 2014, 64 000 PME ont mis la clé sous la porte. Derrière cette réalité, des milliers d'entrepreneurs luttent pour payer leurs dettes et sauver leur activité. Du tribunal de commerce aux cellules de soutien psychologique, découvrez ces hommes et ces femmes qui se battent au quotidien. Donc pour faire un plan de remboursement, il faut qu'on ait 8 000 € de chiffre d'affaires. Et là, vous avez combien aujourd'hui? 5 000. 5 000, 6 000. Les petits patrons dans la tourmente, samedi à 22h sur Public Sénat. Territoire d'info, c'est votre rendez-vous quotidien d'information tourné vers les territoires. Cyril Viguier reçoit invités politiques et journalistes de la PQR pour décrypter et analyser l'actualité qui vous concerne. Territoire d'info, du lundi au vendredi à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur Public Sénat pour évoquer à présent le dossier social Alstom qui devient éminemment politique. Le gouvernement promet que le site de Belfort ne fermera pas, mais les salariés attendent des actes, bien sûr. Belfort risque-t-il de devenir le nouveau Florange? On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord les faits avec Marie Brémaud. Sauver coûte que coûte le bateau Alstom qui prend l'eau. C'est la volonté affichée par le président de la République qui réunissait autour de lui ce matin à l'Élysée les ministres concernés par le dossier. Nous allons travailler avec les élus, avec les organisations syndicales, avec la direction d'Alstom et avec l'ensemble de ceux qui, en capacité de passer un certain nombre de commandes en France, peuvent permettre d'assurer le plan de charge qui permettra de sauver les activités ferroviaires d'Alstom à Belfort. Une réunion de crise et une déclaration d'intention. Mais quelle est la marge de manœuvre de l'État, actionnaire minoritaire, puisqu'il détient 20% des droits de vote d'Alstom? Du côté du constructeur du TGV, on assure que l'exécutif était au courant des difficultés rencontrées et de la probable fermeture du site de Belfort. Mais sans nouvelles commandes, difficile d'imaginer un avenir viable pour les 450 salariés de l'usine. Les activités seront transférées sur le site alsacien d'ici 2018, sauf un miracle durant la campagne présidentielle. Il y a 5 ans, le miracle n'avait pas eu lieu pour Florange. Oui, et aujourd'hui, c'est une véritable bombe à retardement. Le gouvernement veut montrer, bien sûr, qu'il ne compte pas rester inactif sur ce dossier Alstom. Mais que valent les promesses de l'État alors que les salariés attendent des actes sur ce sujet? Le match des idées ce soir avec Philippe de Sertine. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes professeur à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l'Institut de haute finance, membre du Haut Conseil des finances publiques, je cite tout. Et votre dernier ouvrage que l'on voit à l'écran paru s'intitule
inutile, le fantôme de l'Élysée, visite impromptue du baron Necker à François Hollande aux éditions Albin Michel. Merci d'être là. Face à vous, Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés, co-auteur du livre Apparaître, introduction inquiète à la Macron-économie aux éditions Les Petits Matins. Merci messieurs de nous accompagner ce soir. Alstom, on le disait, c'est une bombe sociale et politique, Philippe de Sertine, qui explose aujourd'hui aux yeux du grand public. Mais ce dossier n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là, selon vous? La faute à qui? D'abord, je crois que toujours, quand on parle d'entreprise, c'est important, c'est de dire c'est des vrais gens. On va peut-être débattre d'un certain nombre d'éléments stratégiques. C'est vrai que c'est des gens qui sont revenus au travail après les vacances. On leur a dit, ben voilà, votre site va fermer. Et c'est quand même ça, la réalité. Et c'est ça, évidemment, qui peut interpeller. Aujourd'hui, on en est arrivé là. Pourquoi? Alstom est une entreprise qui a déjà fait l'objet d'un certain nombre, on va dire, de polémiques du point de vue de la stratégie de l'État. Ce n'était pas dans la dimension fabrication d'un certain nombre d'éléments liés au chemin de fer, c'est lié à l'énergie. Ici, nous sommes sur la question, on va dire, de ce qui est une branche d'Alstom qui fonctionne bien, puisqu'Alstom vient d'obtenir un très gros contrat aux États-Unis pour équiper les États-Unis avec des trains français. On va dire, c'est une grande victoire du point de vue de l'industrie française. Sauf que le problème, c'est que c'est aux États-Unis et que pour obtenir ce contrat, il a fallu qu'Alstom s'engage à produire un certain nombre, on va dire une part la plus importante des trains Alstom américains aux États-Unis. Donc Alstom ça veut dire à l'international et pleure sur le marché national. Oui, ça veut dire qu'effectivement, il y a des commandes qui sont aux États-Unis et on va dire l'acheteur aux États-Unis a exigé que les trains soient produits aux États-Unis et qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de regarder quelle activité peut développer Alstom sur la France, il y en a très peu parce que la commande de trains et la commande publique est en réduction extrêmement forte. Même question, Thomas Porcher, peut-être plus précisément la faute à qui, même si on ne va pas pointer les responsabilités, mais c'est important quand même. Oui, je pense que l'État est très fautif là-dedans, parce que on pouvait prévoir cette situation. Il y a une fusion très forte, une fusion amicale et même contractuelle très forte entre Alstom et la SNCF. Et la SNCF va très mal depuis très longtemps. Donc on devait s'attendre à ce que les commandes ne soient pas florissantes pour Alstom Transport. Et puis, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de part de marché à prendre vraiment à ce niveau-là en France. Le réseau ferroviaire est déjà très développé, plus que dans d'autres pays. Donc au final, on se retrouve dans la situation où Alstom va bien partout, sauf en France. Mais il y a quand même des améliorations à faire, parce que la SNCF n'est pas parfaite, même si on a un réseau très développé. Tous les usagers qui le prennent voient bien que les TGV sont vieillissants. Et donc, il y a des moyens d'innover. Mais pour que Alstom investisse et innove, il faut être sûr que de l'autre côté, la SNCF soit en capacité d'acheter ces nouveaux TGV. Donc c'est à l'État, pour moi, d'organiser, comme il l'a fait au tout départ, quand il y avait cette fusion très forte entre les deux entreprises, d'organiser ce gros plan de rénovation de la SNCF. Et toujours, c'est à l'État de réparer cela. Philippe de Sertine, c'est votre avis? Non, je crois que là, vraiment, on a deux rôles de l'État. Le premier, qui est celui auquel a fait allusion le ministre ce matin, c'est de regarder éventuellement un certain nombre de collectivités publiques, en particulier de collectivités locales, qui peuvent, entre guillemets, investir, c'est-à-dire dire à la SNCF, ou éventuellement d'ailleurs à d'autres types de réseaux publics, nous allons vous aider à acheter un certain nombre de matériel parce que nous en avons besoin dans le cadre de notre développement. Donc là, il y a cette première idée qui est la question, effectivement, qu'évoquait Michel Sapin. Puis après, il y a la deuxième question, beaucoup plus compliquée et qui est celle en réalité qui est sur le devant de la scène. Est-ce que l'État, en tant qu'actionnaire, on va le répéter, minoritaire temporairement. Mais actionnaire quand même, oui. Minoritaire temporairement, parce que là, il est monté au capital à l'occasion de ce que l'on évoquait, des grandes batailles qui ont eu lieu chez Alstom. Est-ce que l'État doit dire, je vais en tant qu'actionnaire dire, il faut continuer à produire dans les sites de Belfort parce que... Qu'est-ce que vous répondez? Pour vous, c'est... Mais pour moi, c'est non. C'est-à-dire que ce n'est pas la stratégie de l'État aujourd'hui. Pourquoi? C'est oui, à partir du moment où il dit, je vous assurais, parce que la SNCF est une entreprise publique, des débouchés auprès de la SNCF. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un cas, pendant très longtemps, c'était des sociétés jumelles, mais comme d'autres sociétés, par exemple, Areva, EDF, avaient chacun des points de production qui étaient complètement différents. Depuis la libéralisation dans les années 90, l'État est devenu plus un État stratège, mais un État plutôt pantouflard, qui n'indique plus, il n'y a plus de politique industrielle. Et vous avez eu une concurrence entre EDF et Areva, et là vous avez aujourd'hui la SNCF qui préfère aller voir d'autres fournisseurs qu'Alstom. Donc là, on marche un petit peu sur la tête. Moi, je pense que, justement, l'État devrait... Il n'a que 20% c'est Alstom, mais il possède la grosse... Vous allez dicter à la SNCF, finalement, auprès de qui s'adresser. Ne vous adressez plus aux industriels étrangers, parce que vous causez des déboires à Alstom. Alors, pourquoi la SNCF va mal? Parce que
les TGV sont vieillissants, ils commencent à coûter cher, ils sont concurrencés par Blablacar, mais aussi par les autocars d'Emmanuel Macron, soit dit en passant. Donc ils sont concurrencés par tout un tas de choses. C'est vieillissant, plus personne ne veut prendre le train. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On a un réseau ferroviaire qui est extrêmement dense, extrêmement développé. Est-ce qu'on ne l'améliore pas? Est-ce qu'on n'innove pas? Est-ce qu'on ne fait pas des TGV justement qui sont à la pointe, qui consomment moins d'énergie? Il y avait des projets qui étaient dans les pipes. Mais pour que ces projets aboutissent et que les actionnaires continuent à investir, il faut qu'il y ait des débouchés assurés. Alors, donc Philippe on joue sur le débouché et pas sur l'offre. Je vais vous laisser réagir. On va juste écouter la réaction de François Hollande, qui est bien sûr intervenu sur le dossier Alstom. Le président a vanté les qualités de l'entreprise française, notamment, vous l'avez rappelé, à l'exportation. Il a appelé surtout à la mobilisation de tous pour sauver le site de Belfort. On l'écoute. Chaque fois que je me déplace à l'étranger, dans les plus grands pays émergents ou dans les pays même les plus développés, comme les États-Unis, Alstom signe des contrats et fait en sorte que la technologie française soit regardée comme la meilleure du monde, notamment dans l'industrie ferroviaire. Alors il faut qu'il en soit de même ici en France pour que nous puissions avoir des sites de production et pas simplement des ingénieurs, et c'est déjà très important, qui puissent valoriser notre technologie à l'étranger. Ce que j'ai fait pour Alstom à l'étranger, Alstom doit le faire aussi pour la France. Voilà pour l'appel à la mobilisation. Philippe de Sertine, peut-être une question que se posent nos téléspectateurs ce soir, parce qu'on critique beaucoup la direction d'Alstom, mais est-ce que le gouvernement ne savait pas ce qui se tramait, même un petit peu, chez Alstom? Est-ce que tout le monde est surpris aujourd'hui? Bien entendu. Enfin, là, nous sommes en train de parler d'une grande industrie. On n'est pas dans quelque chose dans lequel vous allez avoir subitement une nouvelle qui vous tombe parce que la récolte cette année n'est pas bonne. Là, on est vraiment dans des mouvements de fond, mais nous sommes aussi dans des situations où l'État et des entreprises publiques comme la SNCF sont en situation financière compliquée. Il faut le dire et le redire. C'est-à-dire la SNCF aujourd'hui, lorsqu'on va dire elle doit commander, elle ne le peut pas. La situation de la SNCF est extrêmement compliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement derrière, on a entre guillemets la sollicitation du contribuable, c'est souvent ce qu'on va dire. Mais même le contribuable aujourd'hui, probablement, il va avoir d'autres impératifs financiers. Et la France aujourd'hui est dans une situation financière qui ne lui permet plus. Vous entendez, Thomas Porcher? On ne peut pas demander à la SNCF plus que ce qu'elle ne donne aujourd'hui. Bon, je pense qu'on peut toujours, ce sera le sujet d'après sur les déficits, mais on peut toujours. Vous savez, il y a des entreprises d'avenir comme Tesla, par exemple, aux États-Unis, Tesla Motors. L'État américain lui a donné 4,9 milliards d'aides sous forme de subventions ou d'aides. 4,9 milliards parce qu'il croit en cette entreprise. Donc c'est ça la différence entre une politique industrielle en amont et une politique industrielle en aval, comme chez nous, où finalement l'État arrive au dernier moment, quand ça va mal, comme s'il venait de découvrir, et que là, c'est un grand bricolage, comme c'était le cas déjà il y a quelques années avec General Electric. C'est un grand bricolage, ça part dans tous les sens, et puis on met un petit peu de pansement, et puis dans 3 ans, on se redonne rendez-vous avec les mêmes problèmes. Là où je vous rejoins, c'est la question de la stratégie. Il y a eu 3 moments où l'État français a eu de la stratégie pour les entreprises. C'est après la guerre, c'est dans les années 60, quand il y avait la question de la souveraineté, et c'est au moment de la nationalisation de 1980. Depuis, en réalité, on gère des situations, mais on a zéro stratégie. Il est probablement temps d'avoir une vraie stratégie de l'État en termes d'investissement, mais il n'est pas certain du tout que ce soit ni Alstom ni SNCF, c'est-à-dire que là, il y a à définir quels sont les points qui, du point de vue de l'avenir du pays, méritent que l'État investisse. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on est en train de dire il y a un problème de licenciement, il y a un problème de site, eh bien c'est là que l'État doit investir. Ça n'est absolument pas une stratégie, c'est une réponse au coup par coup. On part au plus urgent, exactement. Autre sujet à présent dans ce match, messieurs, et c'est l'un des chiffres les plus commentés du quinquennat, ce fameux 3% de déficit imposé par Bruxelles aux pays membres de l'Europe, un chiffre toujours espéré, mais jamais atteint. Les détails avec Mounir Soussi, on en parle juste après. François Hollande l'avait promis avant son élection. Le déficit public serait sous les 3% du PIB en 2013. 4 ans plus tard, la France n'est toujours pas repassée sous ce seuil fatidique. Face à cet échec, la ligne de défense du président repose sur une idée. Il ne fallait pas freiner la croissance fragile. Je ne pense pas qu'une économie comme la France, mais c'est vrai pour d'autres, puisse faire à la fois le rétablissement de sa compétitivité et le rétablissement de ses comptes publics en même temps. La Commission européenne a été réceptive à ces arguments. Elle a accordé 2 délais à la France pour remettre ses comptes publics en ordre. Mais la patience de Bruxelles s'épuise. Pierre Moscovici, aujourd'hui commissaire européen, hausse le ton et menace. Il n'y aura pas de nouveau délai. La France doit repasser sous les 3% en 2017, sous peine de recevoir une amende de 4 milliards d'euros. Une pénalité très malvenue en pleine année électorale.
Et c'est une petite musique qui revient de plus en plus souvent, Thomas Porcher, le débat sur les règles européennes jugées trop rigides, trop dures. Ces règles, j'imagine que ça vous fait plaisir. Pour vous, le débat, il est légitime. Il est temps qu'on l'aborde. Ah bah oui, enfin, quand on regarde, si on compare la zone euro aux États-Unis, par exemple, la zone euro, on a voulu réduire nos déficits très rapidement à partir de 2011. Et bah, les déficits sont réduits dans certains pays, mais on n'a pas eu de croissance, 0% de croissance, et on n'a pas eu de création d'emplois. Il y a 18 millions de chômeurs en Europe encore aujourd'hui. Les États-Unis ont laissé filer les déficits à 10%, ils ont eu ce qu'on appelle une politique contracyclique. La croissance est repartie, les emplois sont repartis et ils ont réduit les déficits. Donc nous, on a vraiment arbitré du côté des déficits et on le voit bien en France, on a réduit fortement nos déficits. Quels ont été les effets sur l'emploi? Rien du tout. Il y a eu plus de 100 000 chômeurs en plus depuis le quinquennat d'Hollande, donc ça va très très mal. On a arbitré du côté des déficits plutôt que du côté de l'emploi. Philippe Desertine, il est temps de desserrer les taux et de prendre exemple sur le modèle américain qui respire. D'abord, le modèle américain, il faut être aussi là, quand on regarde les faits, notamment le premier mandat d'Obama, on a eu une réduction du déficit qui était même en automatique, c'est-à-dire le Congrès s'étant pas mis d'accord, on était sur des plans d'économie de 2000 milliards. Enfin, quand vous regardez l'économie américaine, ça a quand même un sens absolument incroyable. Donc vous avez eu des resserrements extraordinaires de dépenses publiques aux États-Unis, d'ailleurs qui se sont traduits dans des secteurs comme l'armement, par exemple, comme l'espace, de manière extrêmement forte. Donc on a eu ce phénomène partout. La France, et là il faut bien différencier la question de l'Europe et de la France. La France pose un vrai problème, non seulement, on va dire, à la communauté financière mondiale, mais à l'Europe en particulier. Parce que la France, lorsqu'aujourd'hui on est en train de dire elle desserre les cordons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des promesses électorales, on va faire des diminutions d'impôts, mais nous ne sommes pas avec, là, précisément, une réflexion qui serait une réflexion, par exemple, sur la question de croissance. On n'est pas dans de l'investissement, on est dans de l'idée de déficit qui peut augmenter, mais en réalité qui rapidement va poser un problème aux contribuables français. Encore une fois, la dette dérape, et la dette qui dérape, c'est pas le problème de l'Europe ou de Bruxelles, ce sera le problème de la France assez vite. Mais expliquez-nous, Thomas Porcher, on a dit que si on desserrait les taux budgétaires, enfin certains économistes disent que si on desserre ces taux, eh bien ça y est, la croissance pourrait revenir, en tout cas on pourrait garder cette petite flamme. En tous les cas, il faudrait faire l'inverse de ce que l'on fait là. Là, on coupe dans les dépenses, donc finalement, on fait moins de croissance. Les dépenses, c'est important, ce sont des stabilisateurs économiques, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un pouvoir d'achat aux classes les plus faibles. Et puis aussi, c'est des dépenses dans l'éducation, dans la santé. Là, on va supprimer 20 000 postes dans les hôpitaux dans les 3 prochaines années. Au nom de quoi? Au nom de la réduction des déficits. C'est complètement fou. Donc sur le court terme... Pourquoi c'est fou? C'est un principe, la réduction des déficits. Qui nous déficit demande de réduire les déficits? Je veux dire, les taux d'intérêt, ils sont extrêmement faibles. Donc qui nous demande finalement, à part la question de bon sens du café, qui nous demande? Personne. Le déficit de la zone euro, de mémoire, il est en dessous de 3% en plus. Donc je ne comprends pas. Philippe Desertine, qui nous demande? Vous avez raison, monsieur Porcher, le déficit de la zone euro est beaucoup plus faible que celui de la France. C'est-à-dire la France est un boulet pour la zone euro aujourd'hui. C'est-à-dire le déficit moyen de la zone euro est moins de 3%, y compris la France, qui est largement au-dessous. C'est-à-dire la France, effectivement, est un boulet pour l'ensemble de l'Europe et en particulier la zone euro. Le problème, c'est la question de notre dette, c'est la soutenabilité à terme de notre dette. Et là, on doit parler de la dette publique qui atteint maintenant 2100 milliards d'euros. Et là, vous signalez que les taux d'intérêt sont faibles. Ils ne le resteront pas. Ils ne pourront pas le rester. À un moment donné, quand les taux d'intérêt vont augmenter... Pourquoi ils ne le resteront pas? Depuis plusieurs années, on se vante Nous sommes dans une situation de taux complètement anormaux. Nous avons même aujourd'hui un énorme problème avec les taux négatifs. Le taux négatif, ça veut dire qu'on va vous rémunérer quand vous êtes en découvert. C'est une situation qui ne peut pas durer éternellement. Aujourd'hui, nous avons cette relance qui est réalisée par le taux négatif. Elle ne durera pas quand les taux vont remonter. Nous allons nous retrouver exactement comme s'est trouvé l'Italie il y a quelques années, avec une dette gigantesque qui tout d'un coup va avoir son prix qui augmente et que nous n'arrivons pas à gérer. Donc nous avons cette obligation à réfléchir à cette problématique de dette. Et cette problématique de dette, elle nous impose de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas agréables, mais que nous devons faire, non pas simplement par bon sens du café du commerce, mais par simplement vision de long terme, notamment par rapport aux générations futures. S'il suffisait d'être en déficit, pourquoi en Bolivie, pourquoi dans tout un tas de pays d'Afrique très pauvres, eh bien ils ne dépensent pas, ils ne font pas du déficit public pour lancer la croissance. Ils ne le font pas parce qu'ils ne le peuvent pas. Leur économie ne produit pas assez de richesse pour le faire. C'est le problème de la France, c'est que sa richesse qu'elle produit, de plus en plus va servir à payer sa dette. Et ça, c'est un vrai souci pour les générations. Vous entendez, Thomas Porcher, selon Philippe Desertine, c'est un faux problème que vous abordez. Ce n'est pas en faisant exploser cette règle des 3% qu'on va s'en sortir. Si on investit dans les secteurs d'avenir, oui. Parce que si on investit dans les secteurs d'avenir, bien sûr, si on investit dans des secteurs d'avenir, on va créer de la richesse qui va nous permettre justement
de rembourser cette dette ou d'améliorer le déficit. Par exemple, en Allemagne, la banque publique finance la rénovation des bâtiments. À chaque euro investi, elle récupère entre 2 et 4 euros. Donc, elle crée de l'emploi et elle crée des recettes publiques supplémentaires. Et puis, il ne faut pas regarder toujours le biais du côté des dépenses. Il faut regarder aussi du côté de ce qui rentre dans le budget. Et vous regardez les niches fiscales et les niches fiscales et les allègements de charges sociales, c'est pratiquement l'équivalent du déficit. L'évasion fiscale, on est entre 40 et 60 milliards. Donc il y a aussi des choses à faire pour aller récupérer de l'argent qui existe et ne pas forcément couper sur les dépenses qui sont, comme je le dis, un stabilisateur automatique. On a parlé tout à l'heure de ce chiffre 3%, Philippe de Sertine. Éclairez-nous, pourquoi ce chiffre? Pourquoi ce totem? On se demande tous pourquoi 3%, pourquoi pas 2,5%, pourquoi pas 2%? Qui a dit un jour, peut-être sur un coin de table, ça sera 3% et voilà tout? Non, c'était pas autour d'un coin de table. C'était l'idée, c'était le traité de Maastricht, de dire, en réalité, vous aviez l'idée 3% de déficit avec un présumé 2% de croissance. C'était de dire, en fait, avec 3% de déficit, et le troisième chiffre est absolument capital. Vous devez rester à moins de 60% de dette sur votre PIB, c'est-à-dire sur la richesse créée. Vous voyez, comme en tant que ménage, vous voyez, vous ne devez pas avoir plus de 60% de dette sur votre patrimoine. Donc l'idée, c'était de dire, si vous avez 3% de dette, de 3% de déficit, pardon, avec 2% de croissance, 2% d'inflation, eh bien, vous resterez sous les 60%, c'est-à-dire votre dette restera soutenable, sous contrôle. Aujourd'hui, en réalité, même ces 3% de déficit probablement ne suffisent pas avec une dette qui est à 97%. Nous sommes à une dette à 97% en ce qui concerne la France. Ne me le rappelez pas comme ça me fait peur. Non, oui, je vous l'assure, ça me fait et tout à l'heure, peur. on évoquait l'Allemagne. L'Allemagne, elle, a décidé de passer en excédent. Elle est en excédent budgétaire. Parlons de l'Allemagne, parce que là, la discipline budgétaire, elle est peut-être battue en brèche en France, et pas seulement par la gauche. Hein. Et à droite aussi, le débat est ouvert. Mais aux yeux de Berlin, Thomas Porcher, la condition sine qua non à un renforcement de la zone euro, ça reste la discipline budgétaire. Et Mme Merkel est peut-être affaiblie, mais elle ne lâchera pas là-dessus. Je sais pas, moi je trouve que quand on regarde la zone euro dans son ensemble, ça va très bien. On a un excédent commercial, on a un déficit très faible et on a choisi vraiment ces règles. Enfin, tout va bien, je dis pas tout va bien pour les peuples européens. Pour une partie des peuples européens, tout va très très mal. Pour la Grèce, ça va très mal. Pour l'Italie, ça va mal globalement. Pour l'Espagne, ils ont 3 millions de chômeurs en plus depuis 2008, donc ça va pas très bien. Mais quand on regarde les critères, finalement, c'est une zone qui se porte bien sur les critères, mais pas sur le chômage et sur l'emploi. Donc c'est ça, la vraie question, en fait, c'est qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut réduire les déficits? On ne sait pas pourquoi. La dette, vous parliez de la dette. La dette, notre dette était à 65%, légèrement au-dessus de 60%, entre 2003 et 2008. Entre 2008 et 2009, avec la crise, elle est montée de 65 à 79%. Donc est-ce qu'il y a une légitimité réelle de cette dette? Parce que cette dette, elle s'est créée aussi une vraie question. En renflouant les banques et avec la crise qui a baissé l'activité. Donc c'est aussi vous avez beaucoup de réactions, Thomas Porcher et Philippe de Sertine, sur les réseaux sociaux. Je vous lis celle-ci au hasard. C'est Citoyen Lambda qui vous dit, Philippe de Sertine, mais sous François Mitterrand, l'inflation avait permis de réduire la dette mécaniquement. Alors, vous savez, quand on dit l'inflation rembourser la dette, c'est-à-dire qu'en réalité, l'inflation, on utilise souvent cet aphorisme en matière économique, c'est l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, par ce biais-là, effectivement, faire baisser aussi énormément l'épargne des gens qui ont de l'épargne. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas d'inflation. Donc alors on peut regretter en disant « Ah bah oui, quel dommage, il n'y a pas d'inflation, cette baguette magique ». Mais l'inflation est aussi quelque chose qui est extrêmement redoutable parce que ça vous fait monter les prix et surtout, c'est quelque chose qui risque donc à long terme de vous casser un certain nombre de ressorts du commerce et de l'activité internationale. Il n'y a pas d'inflation, il y a une inflation aujourd'hui même extrêmement faible, donc on ne peut pas compter là-dessus. Simplement, nous sommes dans une situation à nouveau historiquement extraordinaire, de taux incroyablement bas, voire même de taux négatifs. Donc on pourrait répondre à votre commentateur que nous sommes avec, pour le moment, une idée de dette soutenable pour le moment, avec des taux négatifs, mais comme lorsque vous avez développé de la dette à l'époque de l'inflation, vous êtes un peu cigale quand l'inflation baisse, et bien là, aujourd'hui, nous développons de la dette avec des taux négatifs, et nous serions cigales si nous restons avec cette dette très forte, alors que les taux remonteront. Attendez, je vais vous laisser réagir, Thomas Porcher. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'on a eu déjà des dettes à 200% à l'après-guerre, l'Allemagne également, et on les a remboursées avec l'inflation. Circonstances exceptionnelles. Oui, mais on les a remboursées avec l'inflation. Si on les avait remboursées comme on les rembourse aujourd'hui en faisant des coupes de la dépense, on n'aurait jamais connu la croissance d'après-guerre que l'on a eue. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ce que demande l'Allemagne à la Grèce, mais aussi à la France maintenant, c'est justement de rembourser par des coupes sur les dépenses de l'austérité qui pèsent sur la croissance et sur l'emploi. Donc voilà, on fait un arbitrage. Et pareil pour l'inflation, on fait un arbitrage entre les
les vieux qui ont de l'épargne, rentiers, et entre les jeunes, parce que les jeunes, eux, ils sont plutôt contents qu'il y ait de l'inflation, parce qu'ils achètent un appartement qu'ils rembourseront beaucoup plus rapidement. Oui. Donc c'est des arbitrages c'est des arbitrages que l'on fait entre deux choses. Arbitrage déficit-emploi, arbitrage inflation, plutôt vieux et jeunes. Thomas Porcher, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes économiste, vous êtes membre des économistes atterrés, et ça doit vous surprendre aujourd'hui qu'à droite, eh bien, vous ayez des adeptes, ceux qui veulent et celles qui veulent aussi filer, laisser glisser les déficits. C'est le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet, on l'écoute sur ce sujet. Bruxelles, en effet, on a demandé régulièrement des délais. Mais c'était pourquoi ? C'était pour dépenser de l'argent sans faire de réforme. Évidemment qu'on a l'impression, ils ont l'impression qu'on laisse filer les choses. Évidemment que ça fait peur à Bruxelles. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse voter un plan dans lequel, du même mouvement, on fait voter des réformes structurelles d'un côté, et de l'autre côté, on baisse les impôts et les charges sur les entreprises. Ça veut dire que transitoirement, on creuse le déficit. Philippe de Sertine, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe au sein de la droite et de cette Il se passe que primaire. nous sommes en période électorale et que tout ce qu'on évoque là aujourd'hui est quelque chose qui n'est pas très très payant d'un point de vue électoral. Dire aux gens la sagesse, malheureusement, c'est que si vous avez trop de dettes, on ne peut pas continuer du déficit. Il y a un certain nombre de dépenses, évidemment, qui sont des dépenses qui peuvent être satisfaisantes lorsqu'on va les énoncer. Et bien simplement, on n'a plus les moyens de se les payer. C'est ça la vraie question qui se pose aujourd'hui. Et là, bien sûr, quand vous êtes en période électorale, on le voit du point de vue du pouvoir, du gouvernement, qui commence à accorder des cadeaux alors que nous sommes dans une situation, souvenez-vous quand même, François Hollande a dit « Nous envisagerons une baisse d'impôts si la croissance va dépasser les 1,7%. » Eh bien, la baisse d'impôts, elle est d'ores et déjà actée, alors qu'il est pratiquement certain que le 1,7%, nous n'y serons pas. Et de l'autre côté, eh bien, nous sommes aussi avec un certain nombre de personnes politiques qui disent « Nathalie Kosciusko-Morizet doit exister dans la primaire à droite », eh bien, elle est en train de chercher un certain nombre de votes qui, lorsqu'on va dire du cadeau, ils seront tout à fait d'accord. Ce soir, vous êtes le sage que plus personne ne va écouter. Non, je suis pas le sage, mais je crois qu'on est dans un certain nombre de bon sens d'un point de vue économique que parfois on oublie au moment des élections. Pour conclure, Thomas Porcher, ce qui est sûr, c'est que ce thème, ça va être une vraie bataille qui va structurer aussi la présidentielle. Je pense que ça la structure depuis tellement d'années. Oui. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Et là, quand on regarde finalement, Manuel Valls, il a réussi quelque chose, ou Emmanuel Macron, il a réussi à réduire les déficits, mais il n'a pas réussi à créer des emplois ni de la croissance. Donc ça, c'est une conclusion qu'on devrait graver dans la tête de toutes les politiques. Et c'est un vrai thème de débat pour les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce match des idées. Restez avec nous en direct comme tous les soirs sur Public Sénat. À venir, eh bien, c'est le grand entretien. Mon invité ce soir est professeur d'histoire et géographie. Vincent Badré publie un livre remarqué sur les liens entre les politiques et l'histoire. Tout un programme, on en parle tout à l'heure avec lui, mais d'abord, le rappel des principales informations de la journée. Ambiance de meeting pour Emmanuel Macron qui avait réuni à Paris les jeunes de son mouvement En Marche pour s'adresser à eux. Mais des invités surprises se sont joints à la fête. Des salariés d'Ecopla, une entreprise iséroise en liquidation, ont chahuté l'ancien ministre de l'économie. Face à eux, il a fait un début de mea culpa. Là, quand même, cet après-midi, il a dit j'ai fait une erreur sur le dossier Ecopla. Qu'ils viennent le dire, qu'ils disent publiquement qu'en effet, il a fait une erreur sur le dossier Ecopla, qu'il y a eu 18 mois d'erreur, 18 mois de silence pour les salariés sur le dossier Ecopla. Justice. L'affaire Tapie poursuit Christine Lagarde. La Cour de justice de la République annonce que le procès de l'ancienne ministre de l'économie débutera le 12 décembre. L'actuelle directrice du Fonds monétaire international est poursuivie pour négligence dans l'arbitrage qui avait accordé en 2008 404 millions d'euros à Bernard Tapie pour clore le litige entre l'homme d'affaires et le Crédit Lyonnais autour de la vente d'Adidas en 1993. Christine Lagarde a été reconduite cet été pour 5 ans à la tête du FMI. Elle risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Primaire de la gauche. Week-end studieux à la gauche de la gauche. La fête de l'humanité a vu défiler tous les candidats déclarés, pendant qu'à La Rochelle, les frondeurs tenaient des universités d'été. Pour le secrétaire d'État des Relations avec le Parlement, le positionnement de tous ces responsables n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Rassembler la gauche, c'est nécessaire. En tout cas, dans sa très grande majorité. Cette gauche qui accepte de prendre des responsabilités. Les autres, ils se sont déjà mis de côté. Ils ne prennent pas de responsabilité. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Non, je pense qu'il y a une certaine forme d'ambiguïté, effectivement. Est-ce qu'il y a une gauche qui assume les responsabilités dans la France telle qu'elle est aujourd'hui ? On n'est pas chez les bisounours et on n'est pas au paradis. Justice.
Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne désarment pas. 2 associations ont déposé un nouveau recours devant le Conseil d'État. Elles souhaitent faire annuler le caractère d'utilité publique de ce projet, mais se font peu d'illusions. En 2013, cette juridiction avait rejeté cette même demande. Fin juin, un référendum local a confirmé le transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement souhaiterait que les travaux démarrent à l'automne. Sécurité. Un déplacement pour rassurer. Le ministre de l'Intérieur était en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Face à lui, des représentants de la communauté chinoise endeuillés cet été par la mort d'un père de famille tué au cours d'un vol. Bernard Cazeneuve a aussi annoncé un renforcement des effectifs de police dans le département. J'annonce une arrivée d'ici à la fin du mois de décembre de 300 policiers sortis des écoles. Ce n'est pas pour moi un solde de tout compte. Dans le courant de l'année 2017, et avant même que les échéances n'arrivent, car on n'est jamais sûr d'être ministre aussi longtemps qu'on a besoin de temps pour conduire son action. Déclaration. Entre 4 et 600 migrants seront accueillis dans cette halle encore en travaux située au nord de Paris. La mairie a porté ce projet en assumant 80% des 6,5 millions d'euros investis. Pour Anne Hidalgo, cette infrastructure devenait une nécessité. On part d'une observation qui est un besoin d'offrir un espace protégé, un espace d'accueil digne pour des réfugiés, des migrants qui aujourd'hui s'organisent souvent en campement de fortune ou d'infortune dans les rues de nos villes. Un autre centre dédié aux femmes et aux enfants devrait ouvrir avant la fin de l'année à Ivry-sur-Seine, au sud de la capitale. Et avant d'accueillir mon invité pour le grand entretien et pour aller plus loin, découvrons ensemble à présent les unes de vos quotidiens à paraître demain. C'est la revue de presse et d'abord avec la une des Échos qui revient, c'est le sujet du jour. Alstom, la promesse très politique de Hollande. Le président sonne la mobilisation générale pour préserver le site de Belfort, mais les salariés attendent des actes. Autre une à découvrir, c'est celle du Figaro. Calais, le plan de Cazeneuve pour répartir les migrants. Et le Figaro qui a eu connaissance des consignes envoyées au préfet pour répartir les personnes évacuées. 12 000 places devront être créées à travers la France d'ici à la fin de l'année. Dossier à lire dans le Figaro. La Croix à présent qui revient sur ce sujet. Enfants, migrants, un besoin d'école. La Grèce, comme tous les pays d'accueil, est confrontée au défi de la scolarisation des jeunes réfugiés et migrants. À lire aussi l'éditorial de Guillaume Goubert sur l'embauche de l'ancien président de la Commission européenne par Goldman Sachs, celle de Barroso qui fait encore des vagues et qui va faire l'objet d'un nouvel examen à Bruxelles. Enfin, Libération avec ce jeu de mots. Hillary Clinton, la maison flanche. Les déclarations troubles sur son état de santé risquent de coûter cher à la candidate démocrate. Voilà pour cette revue de presse. Tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est professeur d'histoire-géographie à Paris. Son dernier ouvrage s'intitule « L'histoire politisée, réformes et conséquences » aux éditions du Rocher. On va en parler en détail. Bonsoir et bienvenue, Vincent Badret. Auparavant, je le précise, vous aviez publié un autre livre remarqué, « L'histoire fabriquée, ce qu'on ne vous dit pas à l'école », également aux éditions du Rocher. L'école, justement, Vincent Badret, c'est un sujet éminemment politique et qui devient d'autant plus sensible qu'on approche de l'élection présidentielle. Que vous inspire cette période qui s'ouvre et qui va forcément donner lieu à des polémiques, à des surenchères, à des attaques aussi sur l'école? Eh bien, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce deuxième livre. C'est que finalement, on a très facilement, en particulier dans cette période, des déclarations assez simplificatrices. Donc on a un candidat aux primaires des Républicains, François Fillon, qui découvre l'intérêt de la question de l'histoire. Donc il a écrit un grand livre qui s'appelle Faire, il y a un an, où il n'y a rien sur l'histoire. Et puis là, il fait un grand discours où il parle de l'histoire en disant que les élèves ont tout oublié et qu'il faut faire un récit national où il y aurait tout le monde. On parlerait de toutes nos grandes figures. Et puis vous avez Najat Vallaud-Belkacem qui, dans une déclaration devant des militants socialistes, explique qu'elle ne veut pas des petits bonshommes dociles en uniforme récitant le catéchisme d'une France immémorielle. Avec vous, tout le monde en prend pour son grade, hein, droite et gauche.
Eh bien, ce qui est dommage, c'est que finalement, on a des déclarations très courtes qui construisent une opposition entre finalement la liste blanche des héros d'antan, de la France, de toutes les gloires de la France, ou bien alors au contraire une liste noire de tous les actes regrettables qui ont pu être commis dans l'histoire de France. Et donc on construit une opposition qui est très simplifiée dans des déclarations publiques et qui ne correspond pas à ce qui peut être intéressant d'enseigner, et même à ce qui est enseigné effectivement dans les programmes et les manuels. Tout le monde, Vincent Badret, se mêle directement ou indirectement des programmes scolaires. Il y a, et en particulier des manuels d'histoire. D'ailleurs, il y a les historiens, il y a les intellectuels, il y a les politiques. Comment est-ce qu'on arrive finalement à un compromis? Est-ce que c'est toujours un défi pour les manuels d'histoire, hein, parce que ce sont des visions qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent? Alors, justement, dans le débat, il y a des positions très différentes. Et dans les manuels d'histoire, ce qui est même surprenant, c'est qu'on a une juxtaposition. On a des morceaux de vrais romans nationaux comme avant, donc du Louis XIV, du François Ier, qui a pratiquement pas changé depuis 100 ans. Et puis on a au contraire une description de la colonisation qui est assez sombre, avec des exemples d'une conquête systématiquement violente ou d'un fonctionnement colonial particulièrement injuste, ce qu'il pouvait être. Et en même temps, on va avoir donc des chapitres qui vont contenir des faits qui donnent une impression négative, ou bien qui vont contenir des faits qui donnent une impression positive. Par exemple, on ne dira pas que Louis XIV, il a eu des gros problèmes d'argent et qu'il n'était pas spécialement obéi. Mais dites-moi, chacun va avoir sa perception sur un personnage, sur un fait. C'est vrai que si on prend l'exemple de Louis XIV pour certains, on va le résumer à un monarque absolu et voilà tout. Eh bien, justement, l'histoire, ça consiste à essayer de découvrir la profondeur de la réalité et la complexité des êtres. Si on doit faire comprendre et faire apprendre aux enfants à découvrir l'autre, à accepter l'autre, eh bien, il ne faut pas que ça soit dans la simplification. Il faut qu'on puisse voir, par exemple, une personnalité dans son histoire, dans son évolution. Louis XIV jeune, qui danse, qui fait la fête, c'est pas la même chose que Louis XIV à la fin de sa vie. Et ça vaut pour des grands personnages très connus. On peut aussi parler de personnages beaucoup plus modestes, mais tout aussi intéressants. Et on a un petit peu de mal à le faire. Depuis quelque temps déjà, et ça ne date pas depuis quelques années, l'histoire c'est un formidable outil pour les politiques, formidable au sens où ils l'utilisent beaucoup. Il y a les discours mémoriels, souvent, et puis il y a la réécriture de l'histoire. Quel est votre rôle dans ce contexte, vous, Vincent Badret, professeur? Est-ce que vous êtes une sorte de vigie? Alors, les professeurs... Il y a la petite lumière rouge qui s'allume quand vous voyez qu'il y a une tentative de récupération, de réécriture. Les professeurs, ils sont là d'abord pour les élèves. Et c'est le plus important. Voilà, pour leur apporter aussi une compréhension des choses. Donc on peut intégrer, tenir compte de ce souci qui est exprimé, de certaines mémoires. Et en même temps, on a toujours cette liberté qui est dans la pratique assez respectée, finalement, dans le système de l'éducation nationale, de mettre en œuvre, chacun à sa manière, ces grandes injonctions politiques. Et souvent, on imagine que le ministre est le chef très obéi d'une énorme armée de 850 000 fonctionnaires. C'est pas le cas du tout. Et non, alors... Vous n'êtes pas quand même dans la désobéissance non plus. Eh bien... Vous réfléchissez Alors, il y a des professeurs qui se sont vantés de ne pas obéir à certains ministres. Et la difficulté, c'est justement qu'on part de l'idée que tout le monde devrait faire la même chose. Et dans la pratique, on est un petit peu comme une profession libérale où il y a une assez grande autonomie, ce qui est une chance par certains côtés. Et en même temps, on a un petit peu de mal, que ça soit pour nous, en tant qu'enseignants, ou dans le discours public sur l'histoire, à finalement réconcilier les mémoires françaises et à les faire connaître ensemble, sans forcément dire il faut adhérer à tel modèle ou à tel autre. Mais montrer que la France est complexe, c'est riche et que c'est ça qui est intéressant. Et vous le faites avec passion dans votre classe. Mais si je vous posais aussi la question, c'est parce qu'à travers votre livre, il y a une forme d'engagement, pas de désobéissance, mais d'engagement. Vous êtes un historien qui entre dans la sphère publique et même politique. Puisque vous parlez de François Fillon, vous parlez de Najat Vallaud-Belkacem, tous les autres profs ne le font pas ainsi, je crois. Alors justement, cette question de l'engagement et de la neutralité, elle est très intéressante à réfléchir. Comment vous respectez la neutralité? Parce que vous avez une promesse de neutralité, même un défi de neutralité. Eh bien, justement, il y a plusieurs manières de la respecter. Et ce qui existe dans l'éducation nationale, c'est qu'on ne doit pas donner un avis explicite.
On ne doit pas dire je suis d'accord avec telle personne ou avec telle autre. Alors, en tant que professionnel, on peut s'exprimer sur son métier. Mais Vincent Badret, imaginez, je suis une petite fille dans votre classe et je vous pose une question assez précise sur Napoléon III. Comment tu le trouves? Est-ce qu'il était vraiment si mauvais, si bon? Comment vous répondez? Vous allez donner une appréciation? Alors, je dirais que, en tant qu'historien, je n'ai pas à le juger. Vous allez répondre ça à l'élève? Ah, bien sûr. Oui. Ah, ben, ça arrive, ça finit toujours par arriver. On dira, mais alors, est-ce que vous aimez bien un tel ou un tel? Et là, ce qui était intéressant quand l'élève a demandé si Napoléon III était bon ou mauvais, c'est que quand on est historien, on doit essayer de comprendre Napoléon III et de le décrire dans toute sa personnalité. Et en fait, on est juste avant le jugement. Et donc, dans le système de l'éducation nationale, on dit on ne veut pas porter de jugement, donc dire j'aime ou je n'aime pas. Et en même temps, si on est dans un entretien d'embauche, on dira est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas telle solution? Si on est en politique, on dira est-ce que vous voulez des éoliennes ou est-ce que vous ne voulez pas d'éoliennes? Et donc nous, on a à apprendre aux élèves à comprendre les alternatives, comprendre ce qui fait que, par exemple, De Gaulle choisit de résister, et il a témoigné auprès de quelques personnes qu'il avait choisi de le faire parce qu'il avait une fille handicapée, qui était trisomique, et que le fait de cette épreuve, qui était très difficile, en particulier à l'époque, lui a en fait donné un peu le désir de passer les frontières, de ne pas rester l'officier tout à fait classique qu'il pouvait être, et finalement... La tentation qu'on peut avoir, c'est de ne pas parler des débats. De dire, voilà, on est neutre, donc on ne va pas prendre de risques, on ne va pas aborder les sujets qui fâchent, donc on ne parlera que des figures consensuelles. Ça devient de la langue de bois. Eh bien, en fait, c'est même plutôt une langue grise, c'est pas une langue de bois. Parce que la langue de bois, on vous dira que tout va bien ou que tout va mal, mais là, c'est de rester un petit peu dans le flou, au lieu de montrer les protagonistes. Des gens, par exemple... On parle de Napoléon III, mais on pourrait parler de Blanqui, qui a passé la moitié de sa vie enfermé parce qu'il voulait faire la révolution tout le temps, ou bien de Sainte Bernadette, qui elle, a dit « J'ai vu la Vierge, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis juste chargé de vous le dire ». Mais c'est important de raconter l'histoire à travers ces personnages, héros ou pas. Vous insistez sur cela? Je pense qu'on a tendance à dépersonnaliser un petit peu les... On va mentionner un nom, on dira Jeanne d'Arc, elle a participé à la construction du pouvoir de l'État. C'est vrai. Mais elle a aussi une personnalité un petit peu plus riche. Et que c'est quelque chose qui manque assez souvent, mais pas toujours. Il y a des manuels qui arrivent à montrer des personnalités, des personnages, d'arriver à réintroduire la vie humaine dans l'histoire et pas être complètement théorique. Donc, personnifier, si vous voulez, l'histoire. Est-ce que j'imagine que c'est plus captivant pour les élèves? Ils sont plus attirés par de vraies histoires quand ils arrivent à sentir finalement le parcours humain aussi de ces personnalités, de ces héros? Eh bien, notre travail, c'est justement de montrer à la fois l'humanité et en même temps de faire arriver les élèves aussi à une réflexion thématique. Mais après, une présentation un petit peu chronologique, un peu personnalisée. Mais j'y pense, il a été question de l'abandon de la forme chronologique de l'enseignement de l'histoire. Finalement, je crois que Najat Vallaud-Belkacem a dit que ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est contre-productif? C'est une vraie question. Est-ce que ça peut faire perdre aux élèves leur repère? Alors, la ministre a dit qu'on avait rétabli la chronologie. Ce n'est pas tout à fait ça. On a remis des chapitres qui sont extrêmement thématiques dans l'ordre chronologique. Et donc l'intérieur des cours reste très souvent extrêmement thématique, fondé sur, par exemple, le pouvoir à l'époque de Charlemagne, de l'Empire byzantin et de l'Empire musulman. Donc on nous demande quand même, on incite beaucoup pour qu'on soit thématique. Et je pense qu'on oppose deux modèles. On dit vive la chronologie ou vive les thèmes. Et vous, entre les deux, où est-ce que vous vous situez? J'aime les deux. C'est affreux. Non, ça c'est la langue grise, attention. Non, mais c'est vrai. Vous êtes contaminé. Et en fait, je pense qu'il faudrait les mettre dans un certain ordre pédagogique. C'est-à-dire que pour des enfants, il faudrait d'abord poser les repères et montrer la succession des choses pour qu'ensuite ils puissent réfléchir de manière thématique. Est-ce que Vincent Badret, c'est important la chronologie parce qu'elle nous éclaire sur la causalité, sur les liens. Je prends un exemple récent. François Hollande est là, non pas parce qu'il y a eu auparavant Nicolas Sarkozy, mais il y a peut-être un lien de causalité. Ne pas l'évoquer, c'est ne pas peut-être appréhender cette histoire contemporaine dans toute sa globalité. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et la difficulté, c'est qu'on n'ose pas poser ce genre d'hypothèse. Pourquoi ? Alors pour faire scientifique.
C'est-à-dire qu'on va poser des documents les uns à côté des autres, donc ça donne l'impression d'être très fragmenté. Si vous ouvrez des pages de manuel, vous aurez une image, un texte, une chronologie, et c'est le professeur qui va faire le lien. Donc on n'ose pas dire, oui, on peut penser, mais on n'est pas absolument sûr, mais on peut penser que l'élection de François Hollande est très liée au désir d'avoir une personnalité un petit peu inverse de celle du président précédent. Et finalement, il y a aussi une chose qu'on n'ose pas tellement dire, c'est que il y a des choses qui sont certaines. François Hollande travaille à l'Élysée tous les jours en ce moment. Et puis, il y a des choses qui sont moins certaines. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Et il y a plusieurs explications. Et on peut essayer de les peser, de les présenter, de montrer que non seulement il y a des causalités, mais que... Et toujours sans donner votre avis. Hein. Alors Vincent Badret, il y aura peut-être d'alternance bientôt. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour les professeurs que vous êtes ? On sait qu'à chaque alternance, un ministre de l'Éducation, et c'est presque pavlovien, vient dans sa besace avec une réforme en affirmant que tout était terrible avant lui et que tout va changer après. Ça vous inquiète ? Vous savez, quand on enseigne, on a vu une succession de ministres, et cette succession de transformations qu'on affirme être fondamentale, elle est particulièrement nette depuis les années 80. Parce que depuis les années 80, on a le modèle un peu ancien que les gens ont gardé en tête, qui vient de la Troisième République, avec le roman national, ce qu'on appelait le roman national, avec des grandes figures. On a ce qu'on a fait dans les années 70, c'est-à-dire exactement l'inverse. Des thèmes, des documents, des images, et on est dans une sorte de balancement entre les deux parce qu'on n'arrive pas à mettre ensemble et à associer finalement les différents éléments de l'enseignement de l'histoire. Et donc ce qu'on pourrait espérer, ce serait, alors peut-être de dire, faites-nous confiance, on va y arriver, on va travailler, on va mettre de la richesse. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas vous-même. Ça devrait être le cas, faire confiance aux professeurs. Eh bien, en fait, dans les discours, ce n'est pas le cas. Dans les discours, on nous dit aller dans un sens ou aller dans l'autre. Et dans les faits ? Et dans les faits, en fait, on nous laisse assez tranquille. C'est peut-être ça le plus important. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a une promesse de neutralité qui est respectée. C'est-à-dire que tant qu'on ne donne pas un avis explicite en disant j'aime telle chose ou je n'aime pas telle chose, globalement, on n'a aucune pression d'ordre politique. On a des pressions d'ordre pédagogique qui sont très nettes. Vous-même, vous avez un exemple de pression sur un thème particulier en tête, là ? Alors, sur des contenus, sur des idées, non. Par contre, vous avez... on se prépare à corriger le bac. Est-ce que les élèves parlent... si les élèves parlent d'un camp de concentration à propos d'un texte, vous valorisez. S'ils n'en parlent pas, vous valorisez quand même. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Vous obéissez à l'injonction ? On corrige la copie. J'ai l'impression que c'est non dans votre cas. Vincent Badret, il y a un mot qui va revenir et qui revient déjà très souvent dans le débat public et politique, c'est le mot identité. Est-ce que l'histoire de France permet de comprendre l'identité ou les identités françaises ? Alors, justement, si on veut une identité, on aura du mal à en trouver une. Parce qu'on a même dans l'enseignement de l'histoire, et j'essaie de le montrer dans mon livre, en fait, on a enseigné plusieurs identités. On a fait des manuels républicains, des manuels communistes, des manuels catholiques, et... justement, Najat Vallaud-Belkacem dit qu'il ne faudrait pas que ça revenir à un catéchisme, revenir à une liste bien déterminée de ce qu'il faudrait savoir pour être français. Et en même temps, on a aussi actuellement une réaction assez curieuse de refus d'une histoire généalogique, avec un universitaire qui dit que le récit national, ça construit implicitement l'aversion et le rejet pour les populations d'origine étrangère. Donc on est prisonnier de cette question de l'origine, en disant mais finalement où étaient tes ancêtres ? Alors qu'il faudrait arriver à montrer que l'identité française est suffisamment large pour pouvoir donner la possibilité à chacun d'adhérer de dire ce personnage-là, j'ai envie de m'en inspirer pour son courage, nous pour sa sommes joie, dans un cours pour d'histoire qui flirte vraiment avec la ligne politique, là. Eh bien justement, c'est tout l'intérêt de l'histoire, c'est que on donne des aliments pour la réflexion, et après, pour répondre quand même à votre question sur les préférences, inévitablement, on mettra peut-être un peu plus d'enthousiasme à parler d'un personnage que d'un autre. Il faut en être conscient. Peut-être que vous avez une préférence, un personnage historique ? J'en ai plein. J'ai pas d'idée là sur le moment, mais ce qui est intéressant sur cette question-là, c'est de se dire qu'on peut même s'intéresser à des personnages qui sont révoltants.
Par exemple, vous avez l'un des fondateurs de la police politique en URSS, donc qui dit, voilà, nous sommes les êtres les plus purs du monde parce que nous tuons le mal à la racine en tuant les bourgeois. Et c'est choquant, c'est violent, c'est brutal. Je pense qu'on n'est pas obligé de partager ce point de vue. Mais on peut se dire... Ça fait réagir. C'est des personnalités révoltantes et vous êtes pour l'enseignement, en tous les cas la compréhension de ces personnalités. Je vous interromps parce qu'on pourrait... Non, mais vous avez raison, on pourrait continuer comme ça. C'est un véritable cours et c'est passionnant. Une dernière question, parce que dans votre livre, vous citez l'historien Patrick Boucheron qui avait dit ceci au Collège de France. Nous avons besoin d'histoire car il nous faut du repos. C'est vraiment du repos, l'histoire, parce que c'est de la passion, c'est de l'agitation, c'est souvent de l'excitation. Alors, il y a deux sortes de repos. Il y a le sommeil et il y a le temps de la réflexion pour contempler avant d'agir. Et à ce moment-là, on est en repos parce qu'on regarde. Et justement, on n'est pas pris dans l'urgence d'un engagement, de dire, voilà, j'aime ou je n'aime pas, mais de se dire, je vais essayer de comprendre. Et ça va me permettre d'abord le repos et ensuite l'action. Alors, plonger dans l'histoire, c'est un vecteur de repos et on l'apprend notamment dans votre livre, Vincent Badret, l'histoire politisée, réforme et conséquences. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, et puis comme d'habitude, c'est le zapping de Public Sénat, tout ce qui s'est dit, vu et entendu sur notre antenne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une gauche qui assume les responsabilités dans la France telle qu'elle est aujourd'hui ? On n'est pas chez les bisounours et on n'est pas au paradis. C'est-à-dire que c'est une France difficile où choisir, où gouverner, c'est prendre des décisions au milieu de contraintes qui sont des contraintes difficiles. Mais avec un objectif, c'est non seulement de défendre les valeurs de la gauche, mais de les faire au service du pays. Et au service du pays, aujourd'hui, c'est aller au-delà même des valeurs de la gauche pour rassembler la République. Et ça, c'est un enjeu majeur. Je constate avec beaucoup de tristesse que, pour la première fois dans l'histoire du Parti socialiste, finalement, des gens vont chercher l'appui du Parti communiste, de l'extrême gauche, etc., à la fête de l'humanité à La Rochelle, avec un seul objectif, empêcher François Hollande de se représenter. Oui. C'est triste. Bonjour messieurs. Bonjour. Aurélia Sac-Marzorati, je suis déjà à DMAI Solidarité. Ça avance, hein? Dites donc. Comme presque tous les jours, Aurélie vient voir l'état du chantier. Dans un mois, ces 5000 mètres carrés de hangar accueilleront 400 personnes, des hommes seuls, qui logeront à 4 dans des cabanes en bois, sous des regards bienveillants. Ce que nous ne voulions pas faire, c'était des grands dortoirs inhumains. Nous voulions penser ce projet de la façon la plus humaine possible. Ces personnes vont être là pendant 5 à 10 jours. Comment, pendant ce délai extrêmement court, ces personnes pourront se reposer, pourront comprendre le fonctionnement de la France et pourront tout simplement accéder très rapidement à une orientation adaptée à leurs souhaits et à leur situation administrative. Un autre centre d'accueil pour femmes et enfants doit également ouvrir à Ivry-sur-Seine avant la fin de l'année. Au total, les deux projets coûteront 6,5 millions d'euros et seront financés à 80% par la mairie de Paris. Les efforts d'orientation se sont beaucoup concentrés sur l'Île-de-France. Il faut vraiment que ces orientations puissent être faites, bien sûr l'Île-de-France, mais toutes régions confondues. Oui. Pierre-Yves Bournazel, vous avez regretté cet été finalement le manque d'information, le manque de concertation également des élus sur l'implantation de ce camp dans le 18e. C'est un sujet très difficile et complexe et avant d'en venir au fond, oui c'est vrai que sur une question de forme, je suis assez étonné que la maire de Paris présente à la maire de Madrid un projet que ni les habitants ni les élus du 18e, en tout cas d'opposition, n'ont eu connaissance. Je le regrette parce que je trouve que pour un sujet aussi difficile, c'est mieux de co-construire, c'est mieux de convaincre plutôt que de passer un peu en force d'en haut. Mais le sujet est complexe et moi je considère que la pire des situations, c'est celle que nous vivons actuellement. Nous la vivons parce qu'effectivement, en 18e, comme habitant et comme élu du 18e, je vois malheureusement les campements sauvages se multiplier. C'est indigne à la fois pour les migrants et les réfugiés qui vivent dans des conditions d'insalubrité, mais aussi qui sont la proie d'éventuelles mafias ou de réseaux. Parce que vous êtes un peu un sénateur qui pratique des activités, disons, extrascolaires, extra-sénatoriales, si vous voyez ce que je veux dire. Complètement. Footballeur, un petit peu. À mes heures, oui. Mais, on a des images, on a des preuves, regardez plutôt. On a fait tout ce qu'on pouvait, avec fair play et sportivité.
On était fatigués tous les deux. Surtout vous d'ailleurs. Bon, vous avez fait un beau match. Alors, sportivité et fair play. Est-ce que ça existe de la sportivité et du fair play en politique ? Oui, je crois que ça existe, y compris au Sénat. Je crois que nous sommes un peu moins sous le coup de la pression politique qu'à l'Assemblée nationale. Il y a effectivement une certaine sportivité, la preuve, on vient de le voir, mais il y a aussi un certain fair play et en tout cas un grand respect de la personne. Malgré la multiplication par 10 du nombre d'étudiants depuis 50 ans, la taille des promotions des grandes écoles a peu évolué. Elle est restée autour de 500 diplômés par an à Polytechnique et a même diminué à 80 élèves par an à l'ENA. Il y a l'idée qui est très étrange qu'une élite très étroite est nécessairement bonne. J'en suis pas certain. Ces écoles dont on parle, ces élites dont on parle, il faut quand même garder en tête que ce sont des micro-élites. Si vous voulez garder la valeur d'un diplôme, il faut que vous le mainteniez dans une situation de relative rareté par rapport au marché disponible. C'est pour ça que les grandes écoles sont assez spontanément malthusiennes. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette formule remaniée d'OVPL qui, vous l'aurez compris, a gardé ses fondamentaux. Autrement dit, le grand entretien, bien sûr, les débats et notamment Parole de jeunes. C'est le débat avec de jeunes responsables politiques et associatifs qui aura lieu désormais tous les jeudis. Notez-le. Je vous dis quant à moi à demain avec plaisir. 22h, 23h30. Belle et douce fin de soirée entre compagnie.